Bonjour Roland, Bonjour Pablo. merci d'avoir accepté mon invitation. Roland, tu es consultant dans le domaine du transport ferroviaire et si je t'ai invité aujourd'hui, c'est que en fin de semaine dernière, Elisabeth Borne a fait une annonce. Elle a fait l'annonce d'un grand plan en faveur justement du transport ferroviaire de proximité de 100 milliards d'euros d'ici 2040. Alors moi, ça m'a particulièrement interpellé parce que en gros, j'ai vu tous les acteurs qui d'habitude sont si prompts à critiquer le gouvernement qui, cette fois, ont ou bien rien dit, ou bien même, à l'instar du réseau Action Climat, qui sont pas avares en critique du gouvernement d'habitude, ben, ont salué ce plan et ont dit que c'était une bonne chose. Toi, comment, avant de rentrer un peu plus dans les détails, mais toi, comment est-ce que tu as vécu, comment tu perçois l'annonce de ce plan porté par Elisabeth Borne et par Clément Beaune, le ministre des Transports? Je le perçois d'abord comme une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle qui renvoie, peut-être qu'il faut expliquer un petit peu l'histoire de cette conférence de presse parce que ça permet de mieux comprendre en quoi je trouve d'abord que c'est une bonne nouvelle. La première chose, c'est que Jean-Pierre Farandou, le patron de la SNCF, avait fait une conférence de presse en juillet 2022 au cours de laquelle il avait estimé qu'il était nécessaire d'avoir 100 milliards d'euros d'investissement supplémentaires dans le ferroviaire en 15 ans, sur les 15 prochaines années. Alors pourquoi ça? Pour deux raisons. D'abord parce que, et ça c'est, enfin, dans le monde du ferroviaire, c'est quelque chose d'assez connu, c'est-à-dire qu'on a un réseau ferré qui est vieillissant hein, depuis des années, même s'il y a eu une relance des investissements, mais ça reste très en deçà de ce qu'il faudrait. Et donc, il y avait un risque de dégradation de ce réseau. La deuxième chose, c'est que ce réseau vieillissant, il l'est parce qu'il risque si on le laissait en l'état, il risquait de ne plus permettre d'assurer des circulations ferroviaires dans de bonnes conditions. Mais qui plus est, il y avait également des besoins de modernisation et des besoins de modernisation qui sont exigés d'une certaine manière par l'Union européenne et qui renvoie au fait, disons, pour faire simple, d'accélérer le débit sur une ligne. Euh, il y avait cette première raison-là. Et la deuxième raison, c'est que la SNCF s'est donné comme objectif, dans le cadre de la transition écologique, de doubler la part modale du ferroviaire, aussi bien en voyageurs qu'en fret. Et pour ça, enfin, il y a une condition nécessaire, c'est que les infrastructures permettent d'assurer ce doublement. Donc ça, il y a eu ce premier épisode. Il y a eu un deuxième épisode marquant. Euh, le Conseil d'orientation des infrastructures, hein, qui est une structure qui a été euh, mise en place par une loi de décembre 2019, hein, qui est une instance qui est une instance positionnée auprès du ministère en charge du transport et qui est chargée de préparer les orientations, hein, comme son nom l'indique, et Un notamment en peu comme le matière Conseil d'orientation des retraites, hein. C'est un peu un c'est ça, idéal c'est exactement, indépendant. exactement, c'est le même style. Et ce conseil donc a travaillé sur une stratégie d'infrastructure, enfin d'investissement en infrastructure d'ici 2042 et a publié un rapport qui a été remarqué comme étant un rapport de qualité en décembre 2022. Et dans ce rapport, il y avait trois scénarios qui étaient proposés, un scénario de cadrage budgétaire, et ce scénario donc était plus ou moins dans la continuité de ce qu'on a fait dans la période récente, avec quand même une accentuation des investissements, mais relativement modérée. Un scénario de planification écologique qui est nettement plus ambitieux en matière d'enveloppe d'investissement et qui donne une priorité au transport collectif et notamment au ferroviaire. Et un troisième scénario qui était un scénario dit de développement des infrastructures qui en particulier concernait la route puisqu'il s'agissait de donner davantage des investissements
plus élevés en matière de projets routiers, et puis aussi le ferroviaire, puisqu'il s'agissait d'accélérer les investissements dans les lignes nouvelles. Donc ça, c'est la conférence de presse de vendredi dernier. Elle s'inscrit par rapport à ça en disant, bah voilà, euh, on a choisi le scénario de planification écologique du Conseil d'orientation des infrastructures. Et donc, à ce titre-là, c'est considéré comme, je considère comme un peu différents acteurs, ça comme un signe positif, hein, puisque ça permet effectivement, le premier signe positif est symbolique, hein, c'est-à-dire c'est clairement un arbitrage en faveur du ministère en charge des transports et de la planification écologique et contre Bercy, hein. Donc il y a l'idée qu'on a fait un choix politique et non pas un choix budgétaire, et qu'on s'est engagé sur du long terme et non pas engagé seulement sur le temps d'un mandat, par exemple, hein. Voilà. Alors, tu as bien expliqué les objectifs, en fait, finalement, de ce plan de 100 milliards en rappelant son historique. Donc, en gros, pour résumer, c'est pour deux choses principalement. C'est pour augmenter la puissance du fret ferroviaire et augmenter aussi le nombre de gens, en fait, qui vont pouvoir utiliser ces infrastructures, ces nouvelles infrastructures modernisées de train. Donc, il y a ces deux objectifs-là. Mais en fait, quand on regarde de façon un peu plus précise, c'est pas. D'ailleurs, c'est dans l'intitulé du plan, c'est les infrastructures ferroviaires de proximité. Donc ça veut dire que, et sous-entendu, que, enfin, sauf si je ne m'abuse, mais que les grandes lignes, les grands projets de lignes grande vitesse LGV, comme on dit, par exemple entre Marseille et Bordeaux, ou entre Montpellier et Perpignan, ou entre je sais pas quoi et je sais pas quoi, toutes ces lignes, donc déjà qu'il y avait un peu de plomb dans l'aile parce que leur tracé était difficile, il y avait pas mal d'associations écologistes, de collectifs écologistes qui s'y opposaient. Est-ce que ça veut dire qu'elles vont être oubliées et que l'accent va être mis sur ce dont Emmanuel Macron avait déjà parlé et son gouvernement avait déjà parlé, les RER métropolitains? Alors, effectivement, alors je te corrige un petit peu, sur le plan, effectivement, quand Jean-Pierre Farandou avait présenté les attentes, les ambitions de la SNCF, il avait parlé euh, à la fois voyageurs et fret, et le fret était très présent, et il avait parlé à la fois RER métropolitain, parce que c'était déjà présent dans l'ambition de la SNCF, mais aussi ligne à grande vitesse. Donc là, le fret, on en parle peu. Mmh. Il y a une phrase, pour dire qu'on n'a pas oublié, mais c'est vraiment très limité. Même si de toute façon, pour le fret, il est question essentiellement du réseau là, hein. Donc pour le fret, c'est positif aussi que le réseau soit bien entretenu et modernisé, hein. Donc ça, c'est un point qui vaut pour les deux. Mais effectivement, tu as raison aussi, il y a une priorité pour les RER métropolitains. Alors, j'ouvre une parenthèse sur ça. Pour moi, je disais que la bonne nouvelle, c'était effectivement les 100 milliards d'ici 2040, ce que la Première ministre a appelé la nouvelle donne ferroviaire, hein. Donc ça, c'est une première bonne nouvelle. Pour moi, il y en a deux autres, qui sont des nouvelles reprises de ce qu'avait dit Jean-Pierre Farandou et du rapport du Conseil d'orientation des infrastructures. C'est le fait qu'on donne la priorité au réseau ferré existant. Et ça me paraît, ça me paraît très important de le souligner parce que il y a un peu l'idée, en matière de transition écologique, il y a un point qu'on oublie souvent, c'est prendre soin des choses, hein. Et là, prendre soin d'un patrimoine inscrit dans du très long terme, ça me paraît fondamental. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que du point de vue des RER métropolitains,
c'est vrai que c'est une idée qui tourne depuis quelque temps. Et d'abord, il me semble que c'est une bonne chose dans la mesure où ça conduit à se préoccuper d'un point faible aujourd'hui des transports collectifs et du ferroviaire. C'est ce sont les métropoles au sens les métropoles, elles peuvent être bien reliées à Paris, moins bien éventuellement entre elles. Elles peuvent avoir en leur centre une bonne qualité de transport collectif, mais par contre, la desserte globale au sein de la métropole est en général défaillante. Et enfin, l'exemple le plus criant, c'est Aix-Marseille Métropole, Provence-Aix-Marseille Métropole, où là, on a quand même 2 millions d'habitants dans cette métropole. Et franchement, les transports collectifs au sein de cette métropole sont vraiment très défaillants. Donc, c'est un point que je voulais souligner. Après, là je partage complètement ton point d'interrogation à propos des LGV. Alors, je dirais qu'il y a deux types, enfin, en tout cas, c'est ce qui apparaissait dans le rapport du Conseil d'orientation. Après, il va falloir voir comment les arbitrages sont rendus plus précisément, parce que là, le discours de la Première ministre est très général et vague hein, de ce point de vue-là. Mais en tout cas, dans le rapport du Conseil d'orientation des infrastructures, ce scénario de planification écologique, il prévoyait de poursuivre les travaux, les engagements, là où on en était, disons, plutôt dans les études, hein, dans une phase préalable sur certaines lignes nouvelles. Hein, je pense en particulier à celle qui concerne la liaison Marseille-Nice. Et, et c'est un point important parce que, en fait, cette ligne nouvelle a été reconfigurée par rapport à des. Enfin, c'est un projet très, très ancien maintenant, mais elle a été reconfigurée pour accorder davantage de poids au transport du quotidien, comme on dit maintenant et qu'on valorise maintenant, et en particulier en dénouant des nœuds qui sont présents sur toute la ligne entre Marseille et Nice, à Marseille, à Toulon et à Nice. Mais par contre, là où tu as complètement raison, c'est que dans d'autres cas, on a effectivement des projets de lignes nouvelles qui sont différés, retardés, reportés, enfin, sans qu'on sache trop encore ce dont il s'agit. Et j'en citerai trois. C'est Bordeaux-Toulouse, hein, sachant que Toulouse attend aussi d'être desservie par une LGV depuis très longtemps. C'est Bordeaux-Dax, qui a la particularité de s'inscrire dans un corridor européen. Et donc, il y a des cofinancements européens à la clé. Et donc, à force de prendre du retard, on risque un peu de perdre ces cofinancements. Et puis, Lyon-Turin, c'est un petit peu pareil, avec une dimension fret ferroviaire plus affirmée. Donc, derrière ça, ça pose une question, pour répondre enfin au sujet que tu soulevais, ça pose une question tout à fait problématique qui est la continuité de la décision publique. Parce qu'en fait, au travers des LGV, on a eu déjà 3 temps depuis le début du premier mandat de Macron. Un premier temps où on a gelé les projets, un deuxième temps sous Castex où on les a relancés, et un troisième temps là où on en diffère certains. Et ça, c'est très compliqué pour tous les acteurs qui sont concernés et pour la cohérence de la décision publique. C'est un des points, un des sujets d'interrogation que je vois à cette présentation. Euh, moi, il y a une des raisons pour lesquelles je me réjouis aussi un peu que soit un peu mis de côté ces lignes à grande vitesse, c'est que de mon expérience et aussi des études que je vois qui passent sur le prix en fait des voyages
en LGV, qui, très honnêtement, c'est quand même aujourd'hui très cher. Enfin, si tu commences à regarder combien ça coûte de faire Paris-Marseille ou Paris-Lyon ou Paris-Bordeaux en TGV pour une famille de 5 personnes, c'est vite vu de te dire, bon, bah, on va plutôt y aller en voiture qu'il y aller en TGV, quoi, parce que c'est très, très cher. Et que du coup, les transports du quotidien, donc du coup, c'est plutôt un réseau donc, de RER métropolitain ou en fait de TER, hein, dans ce qui existe déjà. Bah là, le TER reste à des prix abordables. Toi, comment est-ce que cette problématique du prix, en fait, que coûte aujourd'hui un billet de train, que ce soit TGV ou TER, il y a beaucoup de gens qui râlent. Hein, ça revient très souvent lorsque je vois les études sur la SNCF. Beaucoup de gens disent, bah, en fait, c'est trop cher. C'est la raison principale pour laquelle je ne prends pas le train. Cela mis en plus que, enfin, je voudrais que tu le mettes en rapport avec bah, les bénéfices que fait la SNCF. Il y a encore 3 jours, Jean-Pierre Farandou se félicitait que toutes les activités de la SNCF, donc pas uniquement Géodis, c'est-à-dire le fret, mais toutes les activités de la SNCF faisaient des bénéfices. Et à la fin, ils ont un pactole qui est à plus de 2 milliards d'euros. Ils ont fait ça sur 2022. Donc, comment est-ce que tout ça, tu le comprends? Est-ce qu'il n'y a pas un problème dans les tarifs qui sont proposés par la SNCF pour prendre le train et qui limitent de fait son utilisation, ou plutôt le fait que ça soit utilisé bah, que par des riches? Alors, le premier point, c'est que c'est une question tout à fait légitime, hein. Le premier point, c'est que à la différence d'entreprises du CAC 40, quand la SNCF fait des bénéfices, elle investit. C'est-à-dire elle va investir, ça va contribuer aux 100 milliards d'euros, là, par exemple. Donc, c'est un point important, hein. Il n'y a pas de dividendes versés à des actionnaires privés. Bon, donc, ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut avoir en tête que la grosse différence entre les TER et les TGV, hein, c'est que les premiers sont fortement subventionnés, ce qui n'est pas le cas des seconds, hein. D'où une tarification qui n'est pas de même nature. Le troisième point, c'est qu'effectivement, on peut avoir le sentiment, et tu as raison, les enquêtes le font valoir, que le train est cher. Alors, enfin, le train au sens grande vitesse du terme, en réalité, quand on regarde, quand on compare, enfin, il y a quand même toute une série de prix enfin, qui sont bas, hein, enfin, en particulier quand on prend le Ouigo, hein, qui offre des tarifs plus bas. Cela étant, enfin, là où je partage avec toi, c'est que il y a une question d'attractivité du train qui ne concerne pas seulement que le prix, mais le prix est une question. Et en fait, quand on compare en moyenne euh, le, le prix par rapport à ce qui est pratiqué dans d'autres pays voisins ou par rapport à l'avion, on n'est pas sur des choses. Mais, mais quand même, il y a un problème. Et ce problème, Franchement, faire Paris-Marseille, par exemple, c'est toujours moins cher de le faire en avion. Et genre, et c'est quand même un peu choquant de voir à chaque fois, on te propose des billets à 20 balles en avion et en train, ça coûte 70, 80, voire 120, 140 euros. alors oui, oui, d'accord. Donc en fait, derrière ça, il y a une question de modèle économique. Et en fait, le modèle économique fondamental du ferroviaire, c'est la densité des circulations. Alors, pourquoi je dis ça? C'est-à-dire que bah, dans le prix que l'on paye, le prix du billet que l'on paye, il y a une part coût de péage, des péages d'infrastructure que doit payer la SNCF à elle-même, hein, d'une certaine manière, hein, puisque c'est la SNCF en tant que transporteur à la SNCF en tant que réseau, et tout ça pour alimenter bah, l'entretien du réseau. Donc derrière ça, bah, c'est tout bête, mais plus on a de circulation possible, plus on peut imaginer de réduire ce prix payé in fine par l'usager, par le voyageur. Et donc, il y a vraiment une question de prix des péages. Il faudrait arriver à diminuer.
mais auquel cas ça renvoie au modèle de financement de SNCF Réseau et à la part des finances publiques qui sont consacrées à ce sujet-là. Donc il y a bel et bien quelque chose dans ce modèle économique qui tient bien au fait de savoir comment faire en sorte de faire circuler davantage de trains à des prix plus attractifs. Il joue à la fois sur le prix, mais aussi sur la fréquence. Hein. On sait que c'est aussi un paramètre fondamental de l'utilisation des transports collectifs. Alors, j'ai une dernière question, Roland. C'est concernant la mise en concurrence en fait des trains. Il y a une loi qui a été votée il y a maintenant plus de 4 ans, je crois, qui met en concurrence les trains. Ça a déjà été fait sur certaines lignes, notamment sur la ligne Paris-Lyon, où maintenant vous avez Trenitalia. Il n'y a pas que SNCF, il y a aussi Trenitalia. Tu as parlé de Ouigo, donc là c'est plutôt de la concurrence interne parce que Ouigo, son actionnaire principal, enfin unique, c'est la C'est la SNCF. SNCF. Mais Trenitalia, voilà, c'est un autre acteur. Ça a vocation, cette mise en concurrence, à se multiplier partout, sur toutes les lignes. En fait, il peut y avoir des mises en concurrence, à la fois sur les lignes de LGV, mais aussi sur les TER. Comment est-ce que ça s'articule avec les 100 milliards qui vont être mis dans le réseau? C'est-à-dire que, en gros, l'État, par la SNCF, par SNCF Réseau, va améliorer le réseau et derrière, il va y avoir des acteurs privés qui vont arriver et qui vont dire, oh, bah, c'est super, on va utiliser, puis on va se faire plein de fric sur la ligne que l'État, via des deniers publics, aura rénové. C'est ça? Bah, en fait, moi, je le présenterai autrement. Enfin, d'une part, les acteurs privés en question, c'est des publics d'autres pays. Hein. Enfin, donc, Pas euh, forcément, hein. Enfin, je veux dire, peut-être que Xavier Niel va ouvrir une ligne de chemin de fer, je sais ouais, pas. ça paraît peu probable. Hein. Ce qu'on voit aujourd'hui, pour l'essentiel, les premiers arrivants, c'est effectivement soit des opérateurs italiens, soit des opérateurs qui sont comme Transdev, par exemple, hein, qui sont des opérateurs qui sont très présents dans le transport public, peu sur le ferroviaire, en tout cas en France, mais qui sont également actionnaires publics. Non, enfin, mais par contre, ce que tu soulèves me semble toucher à un autre facteur qui me paraît être un facteur majeur, c'est la complexité du système. C'est-à-dire qu'on a un système ferroviaire français qui était, il y a un quart de siècle, principalement composé de deux acteurs, l'État et la SNCF. Aujourd'hui, 25 ans après, on a au niveau des acteurs institutionnels l'Union européenne, l'État toujours, les régions et peut-être demain les métropoles. On a un groupe SNCF qui n'est plus intégré comme c'était le cas avant, mais qui est divisé en plusieurs sociétés. On a des opérateurs concurrents, on a des régulateurs, tout ça conduit. Et là, par exemple, dans la conférence de presse dont on parlait, hein, là, est annoncé un nouvel acteur puisque la Société du Grand Paris est présentée comme étant un intervenant potentiel pour les RER métropolitains. Donc ça ajoute encore un acteur et tout ça crée une complexité qui peut être à un moment donné tout à fait problématique. Donc ça, c'est un sujet effectivement tout à fait important et qui appellerait une sorte d'évaluation de là où on en est de ce système ferroviaire, parce que le ferroviaire est une technologie très complexe en tant que telle, qui fait que d'ailleurs n'importe quel opérateur ne peut pas venir opérer hein, enfin, ces services-là. Euh, et cette complexité, il faut que elle soit gérée de manière relativement simple et robuste, parce que sinon, il y a des problèmes d'interface, il y a des problèmes potentiellement de risque sur la sécurité, enfin, il y a toute une série de problèmes comme ça. Donc c'est plutôt là que je verrais le problème que tu évoques. L'autre petit, si tu permets, pour revenir encore sur
sur la conférence de presse, il y a un point quand même, enfin, quand je parle de complexité du système ferroviaire, il y a donc cette complexité institutionnelle, ça a son pendant sur la complexité des financements. Donc là, en l'occurrence, Elisabeth Borne annonce 100 milliards pour le ferroviaire d'ici 2040, mais en même temps, elle évoque le fait qu'il va y avoir plusieurs acteurs qui vont être appelés à contribuer à ce financement, hein. Et donc, il va y avoir toute une série de négociations avec les régions, avec l'Union européenne. De nouvelles modalités de financement vont être recherchées, notamment éventuellement en direction des sociétés d'autoroutes et de l'aérien, mais tout ça n'est pas bouclé, tout ça appelle négociation. Enfin, on ne sait pas finalement sur quoi on va aboutir, hein. C'est ça que je voulais souligner parce il y a une incertitude de ce point de vue-là. Et il conviendra, c'est un dossier qu'il faudra suivre dans les mois et années à venir pour savoir comment les choses se déroulent. Eh ben, on suivra ça avec attention et on te réinvitera sûrement. Merci beaucoup, Roland. Merci à toi.